aujourd'hui de vous accueillir pour la première fois à la Maison de la France et de l'Europe à Miami. Voilà le décor naturel. Alors, il y aura des petits ajustements. Le studio n'est pas prêt, donc, mais c'est pas grave. C'est la beauté du presque direct, puisque nous tournons dans les conditions du direct. Et aujourd'hui, pour cette première émission, j'avais envie de parler de poésie parce que c'est souvent le parent pauvre d'un art sublime et j'avais vraiment envie de mettre quelques auteurs de rencontre des auteurs francophones qui sont des poètes, même s'ils ne sont pas que des poètes, aujourd'hui pour les réunir autour de cette émission. Donc, on va retrouver Florence Isaac, qui avait le courage de créer votre propre maison d'édition, on en parlera. Et puis, dans cette maison d'édition, vous avez fait la part belle à la poésie. Vous êtes à Pau aujourd'hui. Un peu de chaleur pour ceux qui sont peut-être plus au nord. Lucie Darc et Nathanelli qui va nous rejoindre. Vous avez choisi des noms de plumes qui appellent même à la poésie et au voyage des jolis mots. Et Lucie, vous êtes dans l'Aveyron. Toumba et Marie-Amélie Rigel, vous avez choisi, vous, de signer avec vos envolées poétiques avec votre propre nom, à une époque où, effectivement, je le disais, la poésie semble un peu mise de côté. On est là pour la remettre sur le devant de la scène. Donc, Timba, vous êtes en Suisse, à Lausanne, et puis à Marie-Amélie, qui bouge beaucoup toute l'année. Vous êtes aujourd'hui dans le Pays Basque, le charmant Pays Basque. Alors, ma première question, elle va aller un peu dans le sens de cette petite introduction. C'est qu'est-ce qu'un poète aujourd'hui, en 2022? Et puis, est-ce que ce poète trouve son public? Et alors, je vais peut-être demander à Florence de commencer puisqu'elle elle manage en plus de sa propre poésie d'autres poètes. Alors, Florence, est-ce que c'est difficile d'être un poète aujourd'hui? Alors, il y a, je dirais oui et non. Il y a énormément de jeunes qui se lancent dans la poésie. Je trouve que la poésie est foisonnante. Elle est très riche actuellement. Et en même temps, les lecteurs se font rares et c'est extrêmement dur de publier des poètes et d'avoir des ventes conséquentes en poésie. Alors moi, je me suis lancée dans cette aventure parce que déjà, moi, je pense qu'être poète, c'est habiter l'espace d'une façon poétique. C'est-à-dire, c'est un état d'être, un état d'âme, c'est se laisser aller à ses impulsions, à ses émotions. Et actuellement, oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à cet état, mais en même temps, la vie fait que, bon, on ne peut pas vivre de sa plume de poète, mais au moins, on peut s'extraire des tumultes de la vie actuelle, Poésie. qui est dure, qui est cruelle. On en parlera de ça. Oui. On en parlera parce que c'est effectivement… Et mon action dans l'échappée belle, c'était justement de mettre en avant, c'était un engagement pour que ces plumes qui ont du mal à émerger, à se faire connaître, parce que c'est très dur de vendre de la poésie, hein, de vendre des livres de poésie. Donc moi, c'était un engagement à la diversité et à ce qu'on puisse entendre ces nouvelles voix. Alors, Marie-Amélie… Dans un but non lucratif, puisque c'est une association, ma maison d'édition, qui est avec des bénévoles. Donc, je on va en peux le parler parce faire. que Oui. c'est vraiment voilà, c'est formidable ce que vous faites. On va en parler, on va mettre l'accent dessus. Marie-Amélie, pareil, où sont les Baudelaire, les Verlaine, tous ces poètes qui ont eu un écho formidable? Aujourd'hui, c'est difficile d'écrire de la poésie en 2022? Alors, d'écrire de la poésie, oui et non, j'aurais une réponse aussi de Normande comme Florence. Alors, je dis oui et non parce que, en fait, Sandrine, vous le savez, je fais partie de différentes associations pour mettre en valeur la littérature et plus particulièrement la poésie. Et je fais notamment partie d'une association qui s'appelle Poésie en liberté, où on organise en fait des concours de poésie pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est un concours qui se fait de manière internationale et qui leur permet en fait de présenter un poème, un ou plusieurs poèmes, de toute façon écrits en français, mais qui leur permet en fait de présenter leur plume en fait et de se faire connaître.
Et également, toujours dans le cadre d'associations, j'organise aussi avec les lundis du livre à la mairie du 5e arrondissement de Paris différentes rencontres d'auteurs avec 4 auteurs qui se rencontrent pour échanger autour de leurs œuvres. C'est parfait, ça c'est magnifique, toutes ces initiatives, je les applaudis. Alors Timba, vous avez un double challenge, j'ai envie de dire, parce que en plus vous êtes dans un pays qui n'est pas que francophone. Donc vous avez en plus un public, en tout cas en Suisse, qui est plus réduit. Comment vous ressentez cette âme de poète en Suisse? Bon, disons que il y a peut-être déjà la question du genre, hein. C'est-à-dire que est-ce que être poète, c'est la même chose qu'être poétesse? Moi, je suis pas sûr. Ah, intéressant. Donc, et voilà. Et puis, je pense qu'entouré de dames, il est quand même important que je rende justice à cela. Donc, je pense que être poétesse et être poète, c'est quand même deux choses qui ne sont pas pareilles. C'est-à-dire que c'est deux façons d'habiter le monde, d'habiter même finalement son propre corps, d'habiter sa propre existence, d'essayer d'éclairer un peu ces ténèbres. Donc moi, vraiment, en tant que poète, en tout cas, il y a quand même aussi un regard que je dois porter, disons, sur la question de la masculinité, hein. C'est-à-dire que puisque, bon, ben, je suis plongé dedans, donc que je l'ai voulu ou pas, et que je suis forcément perçu par rapport à cela, donc il y a une lumière à mettre, hein, sur ces évidences-là, hein, comme temps, comme ça, comme des miroirs, ou alors, disons, comme temps, comme des éléments constitutifs de moi. Donc, et en même temps aussi, bon, ben, il ne vous aura pas échappé que j'ai une origine certainement lointaine, hein. C'est-à-dire qu'en général, on ne sait jamais d'où vient un poète, parce que je ne pense pas forcément que je viens de là où je suis né, et je ne pense pas que j'habite forcément là où je suis. Donc, le poète aussi, c'est quelqu'un qui est dans plusieurs dimensions de l'univers, notamment à travers son regard, hein, qui peut être à la fois ici, là-bas, ailleurs. C'est un regard qui peut traverser le temps, c'est un regard qui peut traverser l'espace, c'est un regard qui peut aller dans des strates tellement intimes de notre expérience humaine que finalement, on peut se demander, est-ce que vraiment je suis de mon temps? Donc, il y a aussi cette question-là. Et donc, forcément, quand vous posiez la question de savoir quels sont les Baudelaire de notre temps, ou bien les Sylvia Plath, et puis ainsi de suite, ben, forcément que ça sera dans 2 siècles qu'on les découvrira, en fait. Parce que le poète, c'est vraiment quelqu'un qui, ou alors la poétesse, hein. Par exemple, pour moi, par exemple, les chamans, ce sont des poètes. Par exemple, les guérisseuses, hein, donc moi je viens d'Afrique, les guérisseuses sont des poètes, et puis ainsi de suite. Donc, ce sont des poétesses. Donc, ce sont des personnes vraiment en fait qui à partir des mots en fait mettent du sens dans nos existences et puis soignent nos âmes. Donc, je suis très attaché à cette notion-là aussi. On va en parler de... Timba, je suis assez d'accord avec toi par rapport à ça, parce que c'est vraiment revenir au sens littéral en fait de la poésie qui fait, qui agit, qui devient, où le verbe devient performatif en fait et crée quelque chose. Je suis assez d'accord sur je partage ça justement. Ouais. Et donc, peut-être sur la question du verbe, en fait. Voilà. Et puis peut-être sur la question des langues, en fait. En effet, il y a plusieurs langues en Suisse. L'avantage quand même avec la poésie, en tout cas dans ma manière de l'aborder, c'est que j'aime l'aborder sous la façon musicale. Donc, c'est-à-dire que les mots, en fait, il y a le sens des mots, mais il y a aussi la sensation qu'on ressent, hein. Il y a le son des mots. Et le son des mots, souvent, voilà, donc leur musique, hein, finalement, dit beaucoup. Hein, et c'est aussi un élément, à mon avis, qui est constitutif du sens. Donc, il n'y a pas seulement, on va dire, le mot ou bien le poème perçu comme donc, élément de sens, mais il y a aussi élément de sensibilité. Donc, le poète habite même son poème. Donc, il a une manière de l'habiter, de le transmettre, qui fait que, en faisant, par exemple, des performances en Suisse alémanique, par exemple, le courant arrive à passer malgré la différence de la langue. Bon, il faut quand même une petite traduction. On va voir ça en fin. Quand tu parles de différence poète-poétesse, quand on dit poète, on met les deux genres. Donc, c'est pas très, pour moi, c'est pas gênant. C'est la même, bien sûr, le poème, il est ou féminin ou masculin, mais peu importe. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le poète et la poétesse. Alors moi, c'est une question que j'ai pour... Pas du tout, en fait. Après, tu l'habites, évidemment, avec ton masculin. Et moi, mon poème, je vais l'habiter avec mon féminin, mais on est poète. Enfin, poète dans le sens humain, homme-femme. Alors, je vais donner la parole.
la parole à Luc. Je vais avoir du mal aujourd'hui parce que vous êtes tous très, très bavards. Non, en vérité, vous êtes des passionnés, c'est formidable, mais je crois que je vais avoir beaucoup trop de questions finalement par rapport à la discussion qui est en train de s'enchaîner. Luc Sidarc, alors même question pour toi, Ouais. effectivement. Mais alors, j'aimerais te faire rebondir sur ce qu'a dit Timba, sur le poète, la poétesse, et j'aimerais avoir ton avis de femme, effectivement, mais en plus de femme plurielle. Et donc, est-ce que, comme Timba, tu ressens qu'un poète n'est pas une poétesse nécessairement et pas la même façon de transmettre les choses? Non, moi je ne ressens pas forcément non plus cette différence-là. Pour moi, un poète ou une poétesse, il parle avec son cœur et puis c'est tout. La question du genre, elle n'a rien à faire là pour moi. Mais voilà. Par contre, je rebondirai plus volontiers sur la question de la musicalité, où effectivement, aujourd'hui, quand je fais des dédicaces, etc., ben, si je prononce le mot poésie, je fais fuir tout le monde. Donc, la place de la poésie aujourd'hui dans notre monde actuel, je me rends compte que voilà, c'est pas si simple c'est un aspect ringard. Voilà, les gens, ils n'ont pas forcément envie d'aller vers de la poésie, à part dans certains milieux, mais voilà, ça reste un milieu assez limité. Du coup, moi, j'aborde la poésie aussi, effectivement, le côté musicalité des mots, etc. C'est quelque part, de toute façon, la poésie, elle est quelque part à mi-chemin vers le chant, la musique. Et du coup, voilà, moi, ma façon d'aller vers les gens et un public plus large, c'est en mettant mes mots en musique et en les chantant pour essayer d'ouvrir du coup le lectorat vers un univers beaucoup plus large, d'attirer par d'autres choses. Donc là, ben, prochainement, je dois faire aussi des expositions. Voilà, j'attire les gens. Ah ouais, ça, on va en parler parce que ça m'intéresse, parce que vous êtes vraiment une artiste plurielle. Il y a beaucoup d'artistes pluriels dans mes auteurs. Alors vous, je pense que ça dépasse un petit peu tout. Il y a vraiment une multitude de choses. Et donc, j'essaie d'attirer vers la poésie, mais en venant d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant. Alors, moi, je reviens à vous. C'est dommage que Nathalie ne nous ait pas encore rejoint parce que tous les deux, vous êtes issus de cultures diverses et ça m'intéresse énormément. Donc, vous êtes Timba, vous êtes né au Cameroun, vous avez vécu en France, à Nantes, et vous vivez aujourd'hui en Suisse. Alors, moi, j'aimerais savoir comment ce mélange de cultures a nourri votre poésie, votre littérature, parce que vous n'êtes pas que poète, vous êtes aussi écrivain au sens plus large. Et quelles sont vos influences aujourd'hui quand vous écrivez? Par exemple, je vais peut-être prendre ça d'un point de vue anecdotique, hein, c'est-à-dire en fait que j'écris en français, par exemple. J'écris dans ma langue maternelle, on va dire, donc qui est le Douala, et j'écris aussi en anglais, par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte, par exemple, d'une chose très intéressante, c'est en fait que quand j'écrivais en anglais, en fait, moi je dis ça, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus explorateur, c'est-à-dire que j'avais une faculté à oser en fait des figures. Donc, compte tenu du fait que ben, je n'ai pas forcément la maîtrise, on va dire, très intime de la langue, donc j'osais en fait des images, hein, voilà. Non, pas forcément des néologismes, mais disons des images, donc de mettre ensemble des mots qui surprennent en fait, hein, on va dire quelqu'un qui maîtrise forcément l'anglais. Et par exemple, dans ma langue douala, je me suis juste rendu compte en fait que j'étais beaucoup plus joyeux. Par exemple, quand j'écris en français, je suis très sérieux, donc vraiment, ça rigole pas du tout. Alors que dans ma langue, en fait, douala, ben là, je deviens très sérieux, donc très joyeux, puis ainsi de suite. Donc, je pense en fait que c'est peut-être différentes manières, hein, voilà, de ma personnalité comme ça qui s'exprime à travers ces différentes langues. Et donc, j'imagine très bien qu'il y a quand même, enfin, même pas que j'imagine, il y a bien sûr des influences. Hein. Par exemple, dans tous mes ouvrages, je vois quand même qu'il y a des figures, on va dire, de la mythologie, par exemple, de chez moi qui se retrouvent. Mais en même temps, vous allez aussi retrouver des figures de la mythologie, on va dire, grecque, et puis ainsi de suite. Donc, en fait, quand je parlais tout à l'heure de différence, hein, c'est-à-dire que mais c'est vraiment une différence dans tout, c'est-à-dire que c'est simplement l'idée de reconnaître en fait l'autre tel qu'il se pose lui-même. Mais la différence n'est jamais une frontière, une barrière, et puis ainsi de suite. Et donc, moi, je vis avec toutes ces différences-là finalement, et puis j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'harmonie qui s'établit, on va dire. Mais quand même, le cœur, on va dire, c'est vraiment la mythologie, la cosmogonie, l'imaginaire douala. Je pense que c'est vraiment ça le cœur, on va dire, de mon inspiration poétique. Je vais rester avec vous parce que vous écrivez des poèmes, des nouvelles, des romans. Est-ce qu'il y a un genre dans lequel vous vous sentez plus à l'aise, qui vous vient plus comme ça de façon un peu spontanée?
Oh, je pense que c'est la poésie. Parce qu'en fait, la poésie, on va dire qu'en termes d'organisation, il n'y a pas une organisation. En tout cas, ça ne nécessite pas de ma part une organisation spéciale. C'est-à-dire, c'est juste une ouverture. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que la poésie, c'est comme si je branchais en fait mon esprit sur un courant, vous voyez, comme une sorte de canal d'information qui circule. Et puis, je me branche simplement et puis je récolte en fait ce qui se Magnifique. passe. Donc, c'est C'est beaucoup ça, en fait, plus la facile poésie, en fait par la poésie. Voilà, justement. c'est capter une Alors que, émotion à un moment, quoi, voilà. Capter un moment, voilà, alors une que, émotion, et voilà, puis on la capte, on la met en mots, et voilà, ça Tout se fait, à fait. Ouais. c'est un instantané, voilà, quoi. voilà, Oui, voilà. ça fait comme une espèce de fulgurance en fait, et il faut le saisir dans l'instant en fait. Voilà, C'est justement. ça. Et c'est vraiment un élément. Par exemple, il y a quelqu'un comme René Char, hein, donc, chez qui on retrouve aussi justement cette saisie-là de la fulgurance. Et je trouve, par exemple, fabuleux qu'il arrive, en fait, par exemple, à travers son expérience de la guerre, à restituer quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus que la guerre à l'intérieur de la guerre. Donc, voilà, il y a cet aspect-là que je trouve très intéressant. Et je vois même aussi un parallèle comme ça entre finalement, donc j'ai appelé ça les aphorèmes, par exemple. Donc là, j'ai osé un néologisme, donc parce que je me suis posé la question d'où venait le poème, et puis ben, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ces petites fulgurances-là, en fait, qu'il fallait vraiment saisir et être là au moment où elles arrivent, parce que sinon, ça part et puis on les oublie. Et par exemple, je vois une correspondance entre ça et puis simplement la philosophie. C'est-à-dire en fait que la philosophie, souvent, c'est d'abord une idée très souvent évidente qui arrive et puis par la suite qu'il faut expliquer. Donc de passer finalement d'un genre à un autre, à mon avis, j'ai plutôt l'impression que ça fait partie de la dynamique normale de l'esprit. C'est-à-dire souvent je veux une explication, donc j'irai vers la philosophie. Souvent j'ai envie de vivre avec des personnages, donc j'irai peut-être vers un récit un peu plus court ou un peu plus long. Et puis souvent j'ai juste envie en fait qu'il y ait de la beauté et qu'on n'explique rien, parce que souvent aussi, voilà, quoi, on n'a pas besoin de tout expliquer et puis il faut bien... Je regrette que Nathalie ne Voilà. soit pas avec nous aujourd'hui comme prévu parce qu'elle a vraiment, elle se pond aussi entre la philosophie et la poésie. Et c'est vraiment ce lien qu'elle développe et j'espère qu'elle va nous rejoindre. Moi, j'aimerais revenir sur Florence et son travail formidable. Donc, Florence, votre maison d'édition qui s'appelle Échappée Belle est partenaire de Rencontre des auteurs francophones. Vous présentez cette année 10 auteurs, pas que des poètes, mais 10 auteurs. Alors, moi, bravo pour tout ce que vous faites parce que je sais que vous êtes une association, mais être éditeur aujourd'hui, c'est un véritable sacerdoce, même s'il y a des racines associatives. En plus, vous éditez des textes parfois difficiles, des textes qui sont pas bankable, comme on dit, cet horrible mot qui dit qu'il faut pouvoir faire vendre. Vous avez pris en vérité le parti d'éditer ce qui vous plaisait et pas nécessairement ce qui se vendait. Ah oui, ben là complètement. Ouais. Là, ça fait partie de mon engagement. Justement, si je me suis lancée dans cette maison d'édition, cette association, le but, c'était justement de faire entendre des voix qui ne sont pas forcément commercialisables. Donc, ça, c'était vraiment, ça fait partie de cette création. Elle est vraiment partie sur cette idée que je me sentais utile en permettant à des voix nouvelles d'émerger et d'être sur la scène à ma juste mesure, hein, parce que bon, je suis une petite maison d'édition, mais quand même, je commence à avoir une petite notoriété, donc de fil en aiguille, on concourt à des prix, et on a eu la chance d'être sélectionnés. Il y a 2 auteurs qui sont sélectionnés pour le prix Apollinaire. Enfin, on a eu quand même pas mal de prix et je suis la première ravie de ce qui se passe. Mais bon, je veux que l'aventure reste à un niveau humain et je ne veux pas non plus m'embarquer vers quelque chose qui me demanderait de devenir finalement autre chose qu'une poétesse et puis plus une femme d'affaires. C'est compliqué, je dois garder cet équilibre. Et en plus, enfin, voilà, les livres sont très joliment imprimés, le papier est vraiment bien choisi, donc voilà, vous y mettez du cœur. Enfin, ce n'est pas de l'impression, il y a du cœur. On verra un peu dans... Et moi, je dis même plus, j'ai démarré, en fait, c'est un ami qui m'a poussé à le publier parce qu'il n'arrivait pas à être publié. Et il m'a dit, mais pourquoi toi, tu ne me publies pas? Et c'est parti de là, en fait, parce que j'avais créé une association d'entraide artistique. Oui. Et en 2010, il me demande ça et j'ai dit, bon, ben, je vais rajouter dans les statuts la publication d'un livre. Et j'avais l'impression, quelque part, bon, c'est peut-être prétentieux,
de lui sauver la vie. Non, je pense. Enfin, de sauver, j'ai eu cette impression pour plusieurs auteurs que le fait d'avoir le livre publié, leur livre publié, eh ben, leur avait sauvé la vie. Et plusieurs fois, je l'ai entendu. Mais Florence, grâce à toi, voilà, j'ai remonté la pente. Bon, ça semble, c'est peu, mais voilà, ça les a permis de retrouver l'estime, la confiance en eux, de redémarrer aussi vers autre chose, de continuer à écrire. Donc ça, pour moi, c'est cadeau, quoi. C'est extraordinaire, quoi. On est C'était mon tous but. auteurs. Je pense dans la vie, c'est d'être utile et puis de servir. On est tous auteurs. La première fois qu'on a eu notre livre imprimé entre les mains, c'est une émotion, c'est presque comme l'arrivée d'un enfant. Je veux dire. C'est un bébé, voilà. Oui, Florence, grâce à vous, les gens ont reçu ce premier livre et ça a été pour eux le début d'une nouvelle aventure humaine. Enfin, donc oui, merci pour vous. Ouais. Lucie Dark. Alors, bien sûr, moi j'ai envie de vous demander d'où vient ce nom bizarre. Il y a un petit côté, fantaisie et un petit peu sombre. Et pourtant, quand on vous connaît, c'est le contraire de vous. Vous êtes pleine de vie, pleine de joie, pleine de couleurs. Donc pourquoi Lucie Dark? J'ai un côté sombre aussi, ne vous inquiétez pas, comme tout le monde. Donc c'est vraiment ça, c'est les deux facettes, quoi, le côté sombre, le côté lumière. Donc voilà, qu'on retrouve au dos de mon livre avec la photo de mon tatouage. Je ne sais pas si on peut voir très bien. Voilà. On le voit bien. Avec le soleil et la lumière. Donc c'est ça, quoi. Et puis à travers mes écrits, il y a toujours le côté obscur, le côté et le côté lumière. Et c'est le duel entre les deux qui fait la beauté des émotions humaines. Ouais. Marie-Amélie, vous êtes certainement celle qui a le plus haut niveau de lettres, de belles lettres. Oh, je sais pas, non, je pense pas. Marie-Amélie, on ne m'interrompt pas, je vais finir la présentation. Vous avez fait Cagnes, vous avez fait Hippocane, vous avez fait l'école normale, vous êtes un CAPES de lettres classiques. Donc, l'impression vraiment que la littérature, vous avez toujours été chevillé au corps. Comment on vit ça au quotidien? On vit vraiment imprégné de toutes ces années de lecture et culture classique. Vous vivez ça? Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs de lettres qui m'ont passionnée quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Voilà, notamment un professeur au collège qui nous a transmis le goût des auteurs de la Pléiade, du Bellay notamment. Voilà, Victor Hugo aussi. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est des émotions voilà, que je n'oublierai pas. Voilà, que je n'oublierai pas parce que c'est quand même quelque chose, quand on lit ça, quand on est jeune collégien ou collégienne, et qu'on découvre des auteurs comme ceux-là, qu'on a la chance de pouvoir les lire, c'est génial en fait. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie après d'écrire, puisque au lycée, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs aussi très enthousiastes et qui avaient envie de faire partager leur goût de la poésie, et notamment un professeur en fait qui avait créé un atelier d'écriture au lycée. Donc j'ai fait partie de cet atelier d'écriture et ça m'a donné envie en fait de continuer à écrire, d'abord pour moi. Voilà, dès que j'avais un moment, qu'il y avait une récréation, une pause, soit j'étais dans un livre, soit j'étais en train d'écrire en fait. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a pas une journée où vous ne lisez pas, où vous n'écrivez pas. J'imagine que les lettres occupent une grande partie de temps libre, en tout cas. Ouais. Oui, énormément de temps. Oui, c'est vrai que j'y consacre beaucoup de temps, effectivement. Oui. Lucie Dark, donc je disais, vous excellez dans une multitude de formes d'art. Alors la peinture, vous avez fait des expos, la photo, on va revenir sur tout ça, la danse orientale, le chant, l'écriture. Est-ce que pour vous, et vous le disiez, donc je vais rebondir sur ce que vous disiez, tout ça est lié finalement? Ah oui, complètement. De toute façon, au centre de tout ça, il y a l'émotion, sublimer l'émotion. Donc, que ce soit à travers un tableau, une émotion picturale, que ce soit à travers la danse et donc l'émotion qu'on va vivre sur scène, qu'on va partager avec le public, ce qu'on appelle en danse orientale le tarab. Donc, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent en français. C'est vraiment l'émotion que partage le public et le danseur sur scène ou le chanteur.
voilà, cette fusion en fait qui peut intervenir à un moment quand l'émotion est sublimée. Dans l'écriture, bien sûr, ben, pareil, quoi. En fait, dans mon livre Émotigraphe, d'ailleurs, le titre le dit, émoti pour émotion et graphe pour graphisme. Donc, tout est lié, tout est vraiment lié. Oui, parce que je le montre rapidement, mais il y a effectivement des illustrations qui sont de vous. Pareil aussi pour Florence dans son livre Guérir et Cure, il y a effectivement des illustrations. Donc voilà, il y a des talents multiples chez vous. D'ailleurs, Florence, je vais revenir aussi sur l'un l'autre en fait, tout se nourrit. Florence, je vais revenir sur vos différentes vies aussi, parce que donc, vous avez été psychopédagogue pour les enfants pendant longtemps, et donc aujourd'hui, bah, vous vous consacrez à 100% au monde littéraire. Vous écrivez quand même depuis une vingtaine d'années, donc c'est pas rien, c'est pas nouveau cette histoire d'écriture. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est quoi votre métier aujourd'hui? C'est de pousser les autres, de les mettre en avant? C'est aussi d'écrire? Oh là là, c'est tellement, je suis dans vraiment, j'ai des tas de passions, donc je me dis que je n'aurais pas assez d'une vie pour les réaliser. Donc on parlait de la poésie sonore, la poésie musicale, j'adorerais écrire des chansons. Donc j'ai aussi, j'écris des poèmes chansons et j'ai mis certains poèmes en musique avec des amis musiciens et j'aimerais aussi apprendre à m'accompagner au piano, chanter. J'aimerais aussi, j'ai fait du théâtre, donc physiquement aussi, c'est dire le mot avec le corps. Ça, c'est formidable. Le jeu, en fait, moi, j'aime beaucoup jouer. Donc, l'écriture, ça doit être aussi rester un jeu. C'est tellement, il y a tellement de choses. Je dis qu'actuellement, j'ai pas vraiment de métier. Je me laisse vivre et je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire. On parlait de révélation. La poésie, c'est aussi un besoin parce qu'à un moment, on a une révélation. Et il y a aussi quelque chose de très fort en moi. J'ai ça chevillé au corps, c'est le sentiment de justice et de vérité. Alors, il faut que les choses soient justes, il faut mettre de la justice et il faut trouver la vérité. Donc la vérité, le poème, c'est la vérité brute. C'est la sincérité, c'est l'authenticité, c'est soi en fait, c'est soi à nu. Donc pour moi, la poésie, c'est ça, et en plus de ça, c'est obsessionnel, c'est de chercher la vérité, la justice et combattre contre les injustices. Vous m'amenez à ma question suivante vous concernant. Donc, je rappelle, en 2003, donc, vous créez avec des amis l'association Échappée Belle. Le but, c'est d'échanger, de partager autour de là. C'est un réseau qui s'étend, vous l'avez dit, qui spécialise à partir de 2010 dans la publication d'auteurs. Mais derrière tout cela, il y a le refus de la pensée unique et la mise en avant d'auteurs de talents. Vous nous en avez parlé. Il y a des petits airs d'engagement dans cette Échappée Belle. Donc, vous commencez à nous le raconter. Allons un petit peu plus loin. Oui, bah c'est aller contre la bien-pensance, la pensée unique, c'est-à-dire chacun peut s'exprimer. Il n'y a pas vraiment de chapelle, justement, on dit, moi c'est la liberté qui est important. Chacun peut s'exprimer et on n'a pas besoin d'être dans des cases. Tout le monde veut vous mettre dans des cases. Non, on n'a pas besoin d'être dans des cases. Si on est femme, on doit être ceci. Si on est homme, on doit être... Non, c'est vraiment, on doit dire ce qu'on ressent et se sentir libre. Ça m'a fait plaisir. Il y a justement Sarah Mostrel, je lui disais, et toi, qu'est-ce que tu penses de l'Échappée Belle? Et elle m'a dit, ben, pour moi, c'est la liberté. Alors, j'ai été très flattée. Et elle me disait, mais chez toi, mais en fait, les gens, c'est incroyable. Ils sont très divers, quoi. D'une personne à une autre, ils n'ont pas forcément les mêmes opinions, mais tout ça, tous ces gens, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils ont envie d'échanger ensemble. Et dans la bonne humeur, dans le partage, sans justement se braquer,
en écoutant, voilà, c'est ça, si j'avais à dire quelque chose, oui, c'est le tronc commun entre les gens que je publie. Et ben justement, Je mets en avant quand même, moi j'aime bien la gentillesse, j'aime pas la violence, donc forcément, et puis j'aime beaucoup l'humour, donc voilà, c'est tout ça. On fera une émission spéciale avec vos 10 auteurs cette année. Bon. Justement, on va réunir tout le monde sur un plateau. Timba Bema, le recueil que je présente là, donc, qui est Les Seins de la Menthe, et que nous avons la chance d'avoir aux États-Unis, il a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2018. Bravo. On ressent quoi, Timba, quand on reçoit ce genre de prix? Bon, on va dire que là, c'est vraiment mon premier texte publié. Et en général, c'est un prix qui arrive chez des auteurs déjà qui ont une certaine réputation. Voilà. Donc, plutôt, c'est plutôt une consécration. Donc, moi, forcément, comme c'était le premier, pour moi, je n'ai pas vraiment voulu prendre cela comme un signe particulier, mais plutôt comme, disons, un signal de bienvenue en littérature. Voilà. C'est plus comme ça que je l'ai pris. Que, OK, bon, ben, il y a des personnes qui me souhaitent la bienvenue en littérature, donc je les remercie pour cela. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'ai pris, en fait. C'est très modeste, quand même. C'est une réaction qui vous honore. Comment passer? Alors, donc, c'est le Grand Prix d'Afrique noire, donc ce sont quelque part une partie de vos racines, hein, avec le Cameroun. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mis dans ce roman de ces racines, justement, dans ces romans, oui, c'est central. C'est-à-dire que, bon, on va dire que la problématique, là, elle est très particulière. C'est-à-dire, en fait, que, on va dire le Camerounais, l'Africain, francophone, par exemple, hein, puisque bon, nous parlons français, c'est-à-dire que c'est un être, en fait, qui a été totalement déstructuré par la colonisation. Je sais que c'est un thème qu'en France, on n'aime pas trop aborder, mais c'est important. Et puis, nous allons le répéter, non pas parce qu'on se victimise ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il y a justement cette nécessité-là, comme un peu le Forum disait, de sortir des cases, c'est-à-dire dans des assignations, et aussi cette nécessité finalement de regarder en fait ensemble, parce que ben, le poète, justement, qui recherche la vérité, la justice, donc il doit dire les choses. Et donc, si le poète ne peut même pas porter ça, puisque les politiciens ne le font pas, bon, ben, ça veut dire qu'il y a quand même une défaite, on va dire, absolue de la parole. Donc, c'est pour ça que c'est très important que le poète remette cela sur la scène. Et donc, moi, il m'a vraiment semblé très intéressant, en fait, de regarder, d'observer, en fait, cette déstructuration-là de l'être africain, et puis de voir, en fait, comment, en tout cas, dans quelle perspective est-ce qu'il pouvait finalement reconstruire quelque chose qui le rendrait, ne serait-ce que dans son propre regard, beaucoup plus rattaché à la vie. Parce qu'à l'heure actuelle, il est vraiment lambeau, on va dire, cet être. Et donc, je pense que peut-être c'est aussi ça qui a dû parler, on va dire, au jury de ce prix-là. Ouais. Est-ce que ça ne tient pas à l'exil, cette difficulté d'être? Moi, je pense que tous les exilés ont un mal-être qui est dur à dépasser. Bon, il y a peut-être les conditions de l'exil, par exemple, qui sont là. Maintenant, après, il y a aussi, on va dire que dans la situation de l'exil, par exemple, les individus, certes, ils se recombinent, hein, c'est-à-dire qu'ils se reconstituent à partir de ceux qu'ils amènent et aussi de ceux qu'ils ont. Maintenant, après, il y a aussi en effet le contexte dans lequel on arrive, par exemple, c'est-à-dire que si on prend un cas, peut-être qu'on connaît, en fait, que mes amis connaissent un peu mieux la France, par exemple, mais ce n'est pas un contexte neutre, c'est-à-dire qu'on va venir d'Afrique francophone vers la France, on n'arrive pas dans un contexte neutre où en fait on serait quelqu'un à découvrir, mais il y a un ensemble de discours qui ont déjà précédé à l'arrivée sur ce territoire-là. Donc il y a tout un imaginaire déjà qui a été construit, même sans soi, par rapport à ce qu'on est et ce qu'on représente, et puis ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a peut-être que s'il y a un exil, il y a peut-être aussi un exil plus intérieur, c'est-à-dire en fait que c'est vraiment des individus en fait qui, par le choc coloniales sont déviées en fait de leur perspective historique. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'éléments quand on analyse par exemple leur inconscient qui transparaissent, donc qui démontrent en fait que on va dire une part de leur mythologie reste encore constituée de qui ils sont, mais dans la façon d'appréhender tout cela, ils ont pris, on va dire, le discours, le langage, les codes
français et qui les exile à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, s'il y a peut-être un véritable exil, à mon avis, c'est plus celui-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet exil à l'intérieur de soi-même, plutôt qu'un exil lié à Après, la distance et puis au territoire. Timba, je ne sais pas si on peut dire ça, mais souvent dans les écrits en fait, qui ont trait justement à la colonisation dans différents pays, il y a cette idée que la personne qui colonise veut recréer une identité dans la personne qui l'a colonisée en fait, et veut rééduquer et refaire à sa manière en fait. Oui, ça va même beaucoup plus loin. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, que je viens d'un peuple, en fait, qui s'appelle les Douala. Mais en fait, la réalité est, en fait, que ce peuple, en fait, en tant que ce qu'il est maintenant, n'avait jamais existé. C'est-à-dire que c'est une pure création, en fait, coloniale. C'est-à-dire, en fait, qu'on prend des gens qui se reconnaissent d'une même origine, puis on les met ensemble et on dit, maintenant, vous formez une tribu. Donc, il y a quand même quelque chose de relativement fort. Hein, je pense que vous allez en convenir. Donc, ce n'est pas seulement véritablement on va dire, et c'est souvent ça qu'on oublie, hein, quand on veut percevoir la colonisation, c'est que ce n'est pas simplement une culture, par exemple, mettons-la comme ça, étrangère, qui va s'imposer à des cultures, on va dire, endogènes, mais c'est aussi la reconstitution de la culture endogène. Donc, par exemple, il y a énormément d'anthropologues, d'ethnologues, par exemple français, hein, je veux dire, qui ont, par exemple, les Lévi-Strauss, les Delafosse, et puis ils sont plein à l'avoir fait. Et même souvent avec les plus belles intentions au monde, hein, mais sauf qu'ils sont en fait en train de recréer un espace qui n'a jamais existé. On pourrait en parler des heures, c'est vraiment... Voilà. Et donc, vous en quelque part, c'était un peu des poètes aussi, mais sauf que ils se prenaient tellement au sérieux. Non, vous êtes maintenant une poète française et vous prenez très au sérieux. Lexiclave, alors vous ne faites pas les choses à moitié, parce qu'en 2005, vous passez 4 années à peindre avec différentes expositions un peu partout. Puis vient le temps de la danse orientale, vous voyagez à travers le monde lors de festivals à la rencontre des maîtres de cet art. En 2012, vous devenez leader de troupe de danseuses. Et puis avant de revenir en 2018 à vos premières amours à l'écriture. Et puis donc voici Emotigraphe. Où a disparu Emotigraphe? Le voilà, Emotigraphe. Le moteur, moi, alors, vous avez parlé, vous êtes un peu double, un peu sombre, un peu gai, mais moi je trouve qu'en vous regardant, en lisant, en trouvant tout ce que j'ai trouvé, pour moi le moteur de tous ces arts, c'est un peu la transmission de la joie. Vous avez envie de laisser paraître une vie haute en couleurs. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est effectivement ce que vous avez envie de faire passer comme message? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour moi, toutes les émotions sont belles, hein, qu'elles soient ce qu'on appelle positives ou négatives dans les émotions. Pour moi, il faut toutes les accueillir et c'est de là que va pouvoir naître la joie, de toute façon, même si ça ne sert à rien de repousser de la tristesse, de la colère, quoi que ce soit, il faut l'accueillir et après, la joie va revenir. Donc, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de transmettre. Voilà, et à travers toutes les libertés du coup et toutes les voilà, donc puis voilà, on vit dans un monde tellement tout le monde parle toujours de catastrophes, etc. Faut plus allumer la télé parce qu'on ressort déprimé, donc voilà, moi j'avais proposé autre chose et voilà, ça sert à rien de broyer du noir, voyons le côté le verre toujours à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Florence, j'arrive pas toujours à l'appliquer sur moi-même non plus, faut pas croire. Mais... on fait de gouttes on se vend le matin. Florence, donc, moins que l'art, à travers la poésie, c'est un des rares arts, je pense, où on peut proposer. Il y a la chanson aussi, on va pouvoir proposer de la joie, justement. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Florence, je disais, il y a 7 collections dans l'Échappée belle. Donc, il y a la poésie, bien sûr, mais aussi l'architecture. Il y a des choses extrêmement pointues. Il y a la danse, le théâtre. Oui, que des livres qu'on ne peut pas vendre. Que des livres qu'on ne peut pas vendre, effectivement, qui ont du mal à trouver leur lectorat. Mais vous... C'est là qu'il ne faut pas se résigner. Alors là, c'est une niche, je crois que c'est... C'est une niche, là. C'est vraiment... Je vais vous poser une question, Florence, et après je vais aller chercher un livre. Je vais aller chercher un livre qui illustre ce que vous êtes en train de dire. Bon, comment choisissez-vous vos auteurs aujourd'hui? Et puis je reviens. Allez-y, répondez. Les auteurs, c'est ou des manuscrits que j'ai reçus, ou des amis qui m'ont conseillé telle ou telle personne, ou des rencontres. Donc, ça se fait très, très naturellement.
Et pour la sélection, moi, j'aime le verbe épuré, j'aime le verbe qui va droit au but. J'aime pas trop la poésie alambiquée. Donc, si j'aime les chansons, j'aime Prévert, j'aime Brassens. Brassens, c'est mon guide. Voilà, c'est un modèle d'humanité, aussi d'ouverture, de tolérance. Donc, mais bon, en même temps, il y a des poètes qui sont un peu plus, disons, dans une recherche du verbe empoulé, et je peux aimer aussi. Donc, je reste ouverte. Et si, quelque part, au fond, je ressens la sincérité, je ressens vraiment que la personne et ne veut pas forcément faire un poème pour faire un poème, mais qu'au-delà, il y a une profondeur, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir, de jaillir. Alors, quand vous parliez, Je crois que le mot, c'est le corps aussi. C'est quelque chose qui jaillit du corps. C'est une souffrance. On parle de joie, mais c'est aussi beaucoup de souffrance qui a besoin d'être expulsée. Et pour certains, c'est pour ça que la poésie est un besoin, et le fait aussi de la porter, de la montrer aux autres, c'est une façon de se dégager de cette souffrance. Ça, je crois beaucoup à la catharsis. Alors, quand je parlais de livres assez pointus, donc j'ai reçu donc une quinzaine d'ouvrages d'Échappée Belle. Et puis, il y a un livre quand même qui m'a interpellée parce que j'ai dû lire plusieurs fois le titre. Donc, c'est Less is too much. Jusque-là, ça allait bien. Vertige du vide chez Ludwig Mies van der Rohe et prolégomène insurrectionnel urbain. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, comment fait-on pour trouver un public adapté? Non, c'est un livre d'architecture, c'est extrêmement pointu. Mais alors, justement, en fait, ce livre-là, il a un public assez important. Oui, j'imagine, parce qu'il est extrêmement pointu. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux que je raconte l'histoire? Parce que c'est aussi pourquoi une collection d'architecture. Parce que, figure-toi, c'est mon fils qui a écrit ce livre avec un ami philosophe. Très bien. Alors qu'il était à New York. Il a travaillé 3 ans à New York. Et ce livre, quelque part, il était une période de sa vie assez difficile, sentimentalement, pas au niveau de son travail. Et on a eu la chance, parce que je travaillais à ce moment-là avec un libraire, la Lucarne des écrivains dans le 19e, on a eu la chance d'avoir l'adresse, le mail de Claude Parent. Claude Parent qui a un ponte en architecture. C'est la perpétuelle de nouvelles, ça fait partie des maîtres à penser de l'architecture. Et j'ai eu l'idée d'envoyer donc le manuscrit de John Gelder, qui est un philosophe qui a déjà fait beaucoup de choses, hein, qui était reconnu, qui a travaillé avec donc Benjamin, mon fils. J'ai eu l'idée d'envoyer leur manuscrit à donc Claude Parent. Et alors là, Claude Parent, contre toute attente, a été enthousiaste et leur a dit que ce livre était fantastique par rapport à tout ce qu'il racontait sur Mies van der Rohe. Donc, ce livre, on a fait une dédicace à la Cité de l'Architecture. Claude Parent il n'a pas fait seulement qu'une préface, il l'a fait connaître, et il nous a fait rencontrer les directeurs de l'architecture de Paris, enfin des personnes qui sont reconnues. Donc ce livre, il est dans toutes les bibliothèques importantes. C'est formidable, bravo. Donc, on espère, donc Benjamin est le directeur de la collection architecture, et donc là, il poursuit un doctorat en architecture participative. Donc, il y aura d'autres. Il est aussi très engagé et pour que les gens puissent bien vivre dans leur habitat. Alors, l'urbanisme, l'importance de l'urbanisme. De l'habitat, très passionné, donc il a beaucoup de projets en cours, et je pense qu'on aura d'autres livres.
Alors, je vais vous interrompre un peu parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'ai encore plein de questions, donc on ne pourra pas toutes les poser. Marie-Amélie, très vite, vous participez à beaucoup de projets en commun, beaucoup d'associations, Oui, des choses comme ça. tout à fait. Ça fait partie de votre ADN, j'imagine, ce partage, cette communion des talents, aider les autres, pousser les autres, on le sent, ouais. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Et effectivement, je fais partie de différentes associations littéraires, artistiques. Et la dominante, en fait, et le point commun de cette association, c'est effectivement d'aider les autres et de donner. Et voilà, toujours en lien soit avec la littérature, soit avec l'art. Alors, vous avez tous d'ailleurs des projets en commun, vous travaillez tous sur des projets en commun. Est-ce que le poète, finalement, il a une âme un peu différente du commun des mortels? Est-ce que ça fait aussi partie de lui, ce côté du partage, du don de soi? Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Je vous pose la question à tous. Oui, ben, oui, je pense, oui. C'est une envie de plus de changer un peu la vie, d'apporter un peu d'amour. C'est pour ça que mon livre, c'est un peu d'amour avant la fin, voilà, à quoi nos vies se résument. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans la relation aussi. J'aime bien ce que Hannah Arendt a dit sur la grande histoire. Si on ne peut rien au niveau de la grande histoire, il y a trop de choses qui nous dépassent. Au moins, on peut agir à son petit niveau autour de soi. Oui. Et moi, je crois beaucoup aux graines qui font qu'il y a des belles choses qui se passent et puis rien n'est perdu, en fait. Je voulais rajouter quelque chose. Quand on donne, on reçoit aussi beaucoup, en fait. Ouais. On n'est pas que dans le don, en fait, et il y a un échange qui se crée, il y a un partage, et c'est très enrichissant, en fait. Moi, je voudrais rebondir avec Lucie d'Arc, parce que Lucie d'Arc, vous disiez tout à l'heure que le monde est compliqué, on a parfois envie d'éteindre la télévision. Alors justement, est-ce que la poésie, elle aide à tenir le coup? On a vécu quand même des années difficiles, la Covid, le monde qui part dans tous les sens, des problèmes personnels aussi qui ont été causés par tout ça. Est-ce que la poésie vous aide, Lucie? Est-ce que la poésie vous aide en l'écrivant et puis en lisant aussi cette poésie? Alors voilà, moi je suis quelqu'un aussi qui suit beaucoup dans le relationnel et voilà, j'ai envie toujours d'amener de la joie autour. La poésie elle-même, mon livre en tout cas, Émotigraphe, il est vraiment conçu comme ça, comme étant presque un peu thérapeutique. Dans l'idée, c'est vraiment c'est chaque poème. Alors en fait, comment il est né ce livre? En fait, au départ, c'était des expos de peinture et j'ai rajouté les textes pour accompagner chacune des toiles. Et je me suis rendu compte que les visiteurs, en lisant les textes, en regardant les toiles, etc., ils voyaient des miroirs d'eux-mêmes. Donc, et quand je leur disais, mais vous voyez quoi dans cette image, dans ce texte, etc., ils me racontaient leur vie, ils voyaient un épisode de leur vie. Ouais. Et du coup, voilà, et aujourd'hui, quand j'ai des retours des lecteurs, c'est certains se sont mis à pleurer peut-être en lisant certains textes, mais ils me disent merci d'avoir pleuré. C'est un cadeau en fait, quelque part. L'émotion est un cadeau extraordinaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais que chacun lise un petit extrait de vos écrits. On va commencer par Florence. Alors moi, Florence, on diffuse deux choses ici aux États-Unis, signé Florence. Juste un peu d'amour avant la fin. Et enfin, on dit plus de choses que ça, mais en poésie, on diffuse deux choses. Et Guérir en haïku, voilà, c'est les deux choses de Florence qui sont avec des illustrations d'ailleurs sur celui-là de Catherine Morisot, de très belles illustrations. Donc moi, Florence, un petit texte à partager avec nous aujourd'hui. Alors, en haïku ou le... Mais ce que vous voulez, Florence, qui vous inspire. Alors, ouais. Ah mince, je sais pas. Alors, on va vous laisser, je vais chercher Marie-Amélie. Oui. Partager avec nous. Alors, un extrait toujours de Jardin Pont Planète, un livre collaboratif en fait où plusieurs poètes, poétesses ont publié et dont je fais partie. Dans l'herbe du parc aux cèdres, s'égaye seule une huppe faciée à crête brune. Les seuls, les pies jalouses de sa si majestueuse queue de pie. Elle déploie ses ailes fastueuses et s'en va d'un vol rasant par le champ d'Aillet, surplombant les hortensias lilas. Ça y est, voilà les termes de la reine Nathalie,
puis la rue des Jardins. Qui sonne la Lalie? Les trompettes de Jéricho, à n'en pas douter, alertent les âmes vagabondes. La bergerie, un havre de paix, les mouettes épatées font chorus au palais et forment l'escadrille qui la guide au loin, au rocher, la viergerie. Et le diable de la Villa Belsa lance un quadrille. Bravo, merci à Marie-Amélie. Timba, alors un extrait, alors pas du livre qu'on a, effectivement, qu'on présente, mais du dernier, je crois. Donc, on vous écoute. Oui, Sauver la ville, le tout dernier, qui est paru en septembre, oui, 2021. Donc, c'est juste un quatrain. Hein. Mbenda longe ni londe inei, nyendena onenge dipita etumite oma suano ewei. Nikande oma longano bolongi bongo. Et donc, la loi de la vie, numéro 4, donc la 4e loi de la vie, est que tu gardes toujours espoir aussi longtemps que le souffle de vie sera en toi. C'est ainsi que tu construis ta maison qui est ton corps. Voilà. Vous parlez de musicalité. Quelle musicalité dans les voix que vous nous avez offert cet après-midi? J'avais envie de danser, moi. C'est vrai. Oui, pareil, ça m'a envie de chanter. Il y avait des notes qui venaient comme ça. Lucie, puisque vous prenez la parole, allez-y, prenez-la. Et donc, un extrait effectivement d'émotigraphe, j'imagine. Ouais. Donc, du coup, je vous ai parlé du tarab tout à l'heure, qui est cette émotion, du coup, partagée par l'artiste sur scène avec son public. Donc, je vais vous lire le texte qui s'appelle Tarab. Donc, tarab, rythme hypnotique, transe initiatique. Mon corps s'envole dans l'atmosphère, ivresse de la pesanteur. Mon esprit fuit dans le tarab, source origine, source du monde. Je m'offre un désir désuet d'effeuiller la fleur des pensées. Et je réfute le jeu des mots, le vrai cache-cache des vérités. Mot usé a donné du sens, mot censé a mené la chance, mot aligné en contresens, mot censuré, même en France, mot en silence, susurré, mot assassin de liberté. Ma peau frissonne, le voile tombe, la lumière sombre, abysse profonde. Mon subconscient prend le pouvoir, cadeau du diable ou poison des dieux. Mon subconscient prend le pouvoir, poison du diable ou cadeau des dieux. Merci. Luxida, très très joli poème. Et puis on va terminer donc avec Florence. On vous écoute, Florence. Prends ton pinceau et révèle la beauté de ce moment unique. Tout est à sa place. Les baronnies orchestrent les doux oliviers. Un chant s'élève, irradié, rouge, vert, bleu, en paix au-dessus. Si tout s'obscurcit, retourne vers cette vision, ta félicité. La messe est dite. Comment penser un ailleurs? Annie, Jean-Michel. Les pétales rouges s'éparpillent sur les cercueils. La famille se serre. Faire marche arrière, où les souvenirs se projettent, les mains se rejoignent. La parole est, dans une autre dimension, réalité rêvée. Vertige de l'absence, braise incandescence, esprit éternel. Prendre le large, sigile ressentiment, fureur aliénante. Le prix à payer, l'effort et le travail pour se dépasser. L'âme se redresse, l'œuvre appelle l'immense, les émergences. Bon,
Merci, Laurent. Merci, c'était superbe. Je vous remercie tous d'avoir été là ce soir, puisque pour moi, c'est encore le début d'après-midi. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir permis de parler de poésie. On n'en parle pas assez, donc je suis vraiment ravie de vous avoir eu. Et puis on en parlera bien évidemment tout au long de l'année sur Rencontre des auteurs francophones. Je rappelle que vos ouvrages sont en vente sur l'ensemble des États-Unis sur la plateforme Rencontre des auteurs francophones.com, et puis certains sont à Manhattan et tous sont ici à Miami, à la Maison de la France et de l'Europe, 59-99 Biscayne Boulevard pour ceux qui sont locaux et pour ceux qui nous rendent visite dans cette Floride du Sud très ensoleillée. Merci d'avoir été là. Et puis à bientôt pour de nouvelles. Merci Sandrine. Et je vous rappelle quelque chose d'extraordinaire, je trouve. C'est gentil. Oui. Et à chaque fois, ça crée des connexions entre nous tous. Je trouve que c'est génial. Enfin, à chaque fois, ça crée des moments très conviviaux et intéressants. Merci à vous. Vous restez là. On va continuer de parler. On va juste mettre